Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation des résultats de l'Observatoire des métiers de la communication en Nouvelle-Aquitaine, édition 2019. Donc une édition un peu particulière sur le format, mais ça vous commencez à avoir tous l'habitude. On est un certain nombre d'intervenants autour d'un plateau, autour de Béatrice Vendot et moi-même, qui représentons la commission communication de voilà, nous représentons pardon, j'ai eu un petit bug de son, nous représentons la commission observatoire de la PACOM et autour de nous vont intervenir Marina Breton qui est chargée d'études senior chez Coda, Aurélie Laborde qui est enseignante à l'ISIC, et puis nous aurons le témoignage d'un chef d'entreprise, Mathieu Baquin, qui est le dirigeant de Self-Aminov, en fin de présentation. Alors format un peu particulier, du coup petit peut-être sujet technique. Voilà, on est nombreux. Certains d'entre nous n'ont pas des connexions extraordinaires, donc on espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Voilà, donc il y aura 2 moments pour les questions. Donc vous pouvez poser vos questions sur le live et on essaiera d'en prendre quelques-unes en fonction du temps disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis je laisse tout de suite la parole au président de l'APACOM, Nicolas Chabrier. Merci beaucoup Marie Dubois. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui c'est mardi et aujourd'hui c'est un peu inédit. Je suis ravi de vous retrouver un peu plus proche malgré tout pour qu'on découvre cet observatoire 2019 et pour qu'on fête ensemble aussi un anniversaire symbolique. Ça fait 20 ans cette année que l'APACOM veille et observe les métiers de la communication, toujours conjointement avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, faire un observatoire, c'est promouvoir les métiers, c'est veiller sur les évolutions et encourager les savoir-faire et notre vision professionnelle du métier. Évidemment, c'est une aventure avant tout collective, menée avec d'autres partenaires que la région. Il y a aussi Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine que j'aimerais remercier. Pôle emploi nous aide dans tout ce qui est statistique, recrutement et actualité du métier, bien sûr. Il y a l'ISIC et l'Université Bordeaux-Montaigne et les étudiants du master communication des organisations qui ont apporté cette année leur vision pour mener à bien l'étude qualitative de cette enquête. Il y a l'ISEG qui nous a permis d'emprunter son dossier, son récapitulatif, ses contacts d'entreprise pour agrémenter notre panel également. C'est aussi un élan de mutualisation de cet observatoire avec notre fédération, Réseaucom Nouvelle-Aquitaine. Réseaucom Nouvelle-Aquitaine, c'est 900 adhérents, 900 professionnels de la communication. Ça compte bien sûr l'APACOM, APACOM 47, APACOM 64 également, mais Réseaucom 17, que je salue aussi, derrière leurs écrans, ils doivent être là. Réseaucom 79, Réseaucom 86 et Réseaucom Limousin. C'est également un projet d'envergure et un travail assez phénoménal mené par la commission de l'APACOM, la commission observatoire. Et donc là, je vais les citer. Merci à Jérémy Abdillah, merci à Anne Corsello, à Aurélie Laborde, à Julie Roche, merci à la graphiste qui a mis en page, vous le verrez prochainement à l'avenir, et qui a déjà fait toute la charte graphique de cette étude, c'est Magali Balèche. Et merci beaucoup à Marie Dubois et Béatrice Vendot. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne découverte de cette étude et je passe la parole à Aurélie Loup de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Nicolas, bonjour à tous. Vous m'entendez? J'aurais aimé vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel de région, comme c'est désormais la tradition pour cette restitution de l'Observatoire des métiers de la communication, mais malheureusement on devra attendre l'année prochaine et ce sera avec grand plaisir qu'on accueillera à nouveau cette manifestation. Merci à la PACOM d'avoir maintenu ce rendez-vous. Je trouve que c'est un rendez-vous important pour les communicants et pour tous les pratiquants des métiers de la communication. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir maintenu sous ce format. Je vais pas être très longue. Je suis ravie de pouvoir participer à cette vidéo, même si je vais devoir vous abandonner quelques instants et je me reconnecterai un petit peu plus tard. Et j'espère vivement qu'on pourra se revoir prochainement et pour échanger aussi sur cette période particulièrement compliquée
échanger sur le rôle de la com, la gestion de crise, à quel point nos métiers sont importants dans les turbulences que l'on traverse actuellement. Et je pense que ça nous fera le sujet de nombreux échanges à venir, j'espère en présentiel. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à la PACOM et à tous ces partenaires et également à tous les réseaux com sur les territoires qui sont pour la plupart très actifs et qui maillent ainsi l'ensemble du territoire régional. Voilà, très bonne soirée, merci. Merci beaucoup Aurélie et merci encore une fois à la région pour son soutien. On va démarrer avec les données quantitatives en fait de notre étude de l'Observatoire qu'on a menée avec Coda, mais aussi avec des données que je vais vous présenter. On aura par la suite en fait une présentation plus qualitative de données qui sont issues d'entretiens menés avec des chefs d'entreprise. Donc, tout d'abord, quelques données économiques pour commencer, avec notamment le chiffre d'affaires de la filière communication, et ça c'est une bonne nouvelle, était en augmentation en 2019. Alors évidemment, on est en train de regarder une photographie de la communication en 2019. On fera un petit bilan en fin de cette présentation. Béatrice vous fera un premier bilan en fait des impacts de la crise actuelle sur ces données. Donc le chiffre d'affaires de la filière communication en tout cas était en augmentation pour la Nouvelle-Aquitaine en 2019 et ça c'est une bonne nouvelle, de plus 7,5% par rapport à 2017. Ce qu'il faut noter, c'est que la concentration du secteur se poursuit puisque effectivement le chiffre d'affaires global de ces activités augmente, mais le nombre d'entreprises, lui, est en baisse. Donc on constate qu'on a en fait une concentration sur un plus petit nombre de structures de cette activité. À noter aussi, ça fait toujours plaisir que la Nouvelle-Aquitaine est passée devant l'Occitanie en termes de poids économique, même si on reste évidemment des nains, des tout petits par rapport à l'Île-de-France, qui évidemment concentre la majorité de l'activité en France. Et puis, en termes de répartition géographique, on a une forte concentration en Gironde, mais aussi des départements très actifs comme les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime et le Lot et Garonne. Ensuite, sur la slide suivante, en fait, concernant l'emploi, on a eu la chance de pouvoir à nouveau cette année bénéficier des données fournies par le service études de Pôle emploi, qui a réalisé toute une étude pour nous. Alors là, c'est une synthèse, un choix très, très limité de données, mais vous pouvez en retrouver plus dans le document qui sera diffusé à la suite de la présentation. La demande est toujours très forte en termes d'emploi en communication dans notre région, même si elle se stabilise quand même malgré tout en 2019. Et on constate également une très forte évolution des métiers et également des niveaux d'ailleurs qui sont demandés, des niveaux de formation dans les métiers. Alors l'offre concerne en fait surtout les nouveaux métiers autour du digital, l'offre d'emploi, donc avec les community managers, ce qu'ils appellent e-commerciaux, etc. Et la demande retrouve aussi ces métiers, mais qui viennent évidemment s'ajouter aux métiers plus traditionnels déjà existants. Voilà, donc ces données font la transition avec l'étude qui a été menée par Coda fin 2019, et notamment dans laquelle on étudie les profils des communicants de la région. Et je vais donc passer la parole à Marina avec une première question, à Marina Breton avec une première question. Donc, les profils des communicants, Marina, est-ce qu'ils suivent également l'évolution de la demande? Dans quel sens les profils ont évolué? Voilà, je crois que Marina a un petit décalage, mais elle va enchaîner très bientôt. J'ai bien entendu ta question, Marie. Oui, juste un petit rappel sur l'enquête avant de répondre précisément à cette question sur les profils. L'échantillon que l'on a récolté était composé à hauteur de 55% d'annonceurs
et de 45% de personnes qui travaillent en agence de communication. Et les questions de profil étaient communes, en fait, assez de cibles, avec des résultats très similaires. On a donc travaillé sur des bases cumulées de réponses pour pouvoir travailler sur des bases plus fiables statistiquement parlant et permettre de répondre à cette question sur l'évolution du profil des communicants de façon fiable. En fait, on voit très bien cette année que le métier de communicant est essentiellement féminin. C'est effectivement le cas de 3/4 des acteurs. C'est en nette augmentation par rapport à la dernière mesure de 2015. Et c'est encore plus vrai au sein des annonceurs, puisqu'ils déclarent 81% de femmes en tant que communicants. Et en termes d'âge, on voit que les acteurs sont relativement jeunes, puisque 2/3 d'entre eux ont moins de 45 ans. C'est également un chiffre en progression par rapport à... Donc, cela reflète une certaine juniorisation du métier. Au regard sur la page suivante, au regard du niveau d'études et de la formation initiale, on peut comprendre que le métier de communicant est de plus en plus professionnel, je dirais. Le niveau d'études est en augmentation. Près de 3/4 détiennent un diplôme d'au moins Bac+4. Et surtout, la formation est spécialisée avec une spécialisation en marketing et communication pour plus de 2/3 des acteurs. Et ce chiffre de 69% étant très fort il y a 4 ans. Donc, une spécialisation nettement plus forte des métiers aujourd'hui qu'auparavant. Voilà pour la question de profil. Enfin, pour répondre à cette première question. Je prends le relais. Merci beaucoup Marina pour cette première réponse. Alors, c'est pas vraiment étonnant, hein. On voit que nos métiers sont très impactés par l'arrivée du digital. Ça fait déjà quelques années qu'on le constate. Qu'est-ce qu'il en est des activités du coup, Marina? Est-ce que aujourd'hui communiquer, comme on pourrait peut-être le penser, c'est devenu être uniquement sur les réseaux sociaux? Le temps que ma question traverse Bordeaux et arrive jusque chez Marina. Oui, effectivement. Non, j'y suis. Oui, effectivement, communiquer, c'est notamment user des réseaux sociaux, mais pas que. Alors, j'espère que vous voyez bien qui présente tous les outils de communication qui sont utilisés par les annonceurs. On voit que la liste est longue. Il y a à peu près une vingtaine d'outils là présentés. Les chiffres sont très importants, enfin très hauts. Et on voit en tête de liste, sans grande surprise, les réseaux sociaux et les sites internet avec un taux d'utilisation de plus de 80%. À noter que tous ces chiffres sont en progression également. Ça implique donc un foisonnement en fait d'outils à disposition des communicants. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré le digital qui arrive en tête de liste, se maintiennent de façon très forte l'utilisation de supports papier à travers l'édition. On voit ce chiffre à 80%, et aussi des événements, l'événementiel externe. Ça laisse donc penser que le besoin de retrouver ces publics, en tout cas de les avoir en réel, n'a pas disparu malgré cette tendance au tout digital que l'on peut noter depuis quelques années. Et en page suivante, pour illustrer en fait le digital et les réseaux sociaux, comme on l'a vu, ils sont très utilisés. Sans grande surprise, on voit que c'est Facebook et LinkedIn qui arrivent en tête des outils numériques les plus utilisés et qui sont également en nette progression par rapport à la dernière mesure de plus de 10 points. Pour finir, outre ce foisonnement d'outils qui sont à disposition de la communication, comme on vient de le voir, quand on se questionne sur qu'est-ce que recouvre la fonction communication dans votre entreprise, page suivante, on note que la fonction communication est une activité vraiment multidimensionnelle qui recouvre à la fois la communication corporate, d'image interne ou de marque, qui sont en nette progression par rapport à la dernière mesure. Mais il est aussi intéressant de noter que le souci de performance commerciale est présent. Ça ressort à 59% des périmètres d'intervention. Et également une nette progression, donc en fait un rôle plus important donné à la communication RSE, le développement durable, la communication de crise, mais également la communication de recrutement. Ça laisse donc penser cet aspect multidimensionnel de la communication à des stratégies de communication.
Et d'ailleurs, si on continue en page suivante, on voit que plus de trois quarts des acteurs en fait suivent un plan de communication avec définition de cibles et d'objectifs. Et c'est donc d'autant mieux vu puisque à communication, à stratégie complexe, mieux vaut savoir où on va. Et en termes de périmètre d'intervention, les actions de communication sont déclarées plutôt à un niveau départemental ou régional, 59%, qu'à un niveau plus élargi, quand bien même le national représente 29% des interventions. Voilà pour conclure sur cette question de la digitalisation de la communication. Non, il faut passer sur moi du coup. Merci. Alors Marina, la question qui me vient à l'esprit comme ça subitement et de façon impromptue, bien sûr, puisque tu viens de citer que les actions se multipliaient, que les stratégies se complexifiaient, mais on note aussi ce souci toujours de la performance commerciale. Donc, est-ce que les investissements sont au rendez-vous en fait pour supporter toutes ces actions? Et puis également, est-ce que le retour sur investissement reste un sujet majeur et reste la priorité des acteurs? Oui, alors de façon logique, avec des actions de communication qui sont démultipliées, si on mesure en fait l'évolution du budget alloué à la communication, on voit qu'il est en progression pour un quart des acteurs, donc à hauteur de 23%. Donc c'est assez logique en fait, puisque une communication qui recouvre plusieurs périmètres et avec beaucoup d'outils a besoin d'un budget plus conséquent. En page suivante, on constatait que l'évolution du budget s'accompagne d'un pilotage plus rigoureux de la communication, via notamment une mesure de l'efficacité de cette politique de communication, qui on voit est généralisée puisque seulement 7% des annonceurs déclarent n'utiliser aucun outil pour mesurer leur politique de communication, ce qui veut dire qu'ils sont 93% à chercher à mesurer est-ce que ma politique de communication est efficace et par quels moyens ils le font. En tête de liste apparaissent les statistiques, la consultation de statistiques Internet avec les Google Analytics ou le nombre de j'aime connectés sur les réseaux sociaux. C'est vraiment l'outil numéro 1 qui est aussi en nette progression, plus 12 points par rapport à la dernière mesure. Mais ne sont pas en reste la veille, que ce soit du web ou des médias classiques, à hauteur de 42-48%, et également le suivi des performances commerciales à travers l'évolution du chiffre d'affaires. Et donc, à travers ça, effectivement, une mesure valorisée du retour sur investissement des actions de communication qui peuvent être engagées. Okay. J'enchaîne. Ok, c'est une bonne nouvelle hein, que les entreprises mesurent de plus en plus. Je pense qu'on a aussi beaucoup de communicants dans le panel et que du coup, ils ont tendance à plus effectivement professionnaliser cette mesure. Alors cette année, on a voulu faire un zoom sur l'externalisation de la communication et se pencher plus particulièrement sur le recours aux prestataires. On peut avoir le sentiment que c'est une tendance en hausse et on a voulu le vérifier. Donc Marina, est-ce que tu peux nous confirmer si c'est juste une impression ou une vraie tendance en hausse? Oui, je le confirme tout à fait. Activité dimensionnelle pour la communication est aussi complexe à travers outils et beaucoup de périmètres d'intervention. Il est assez logique que les annonceurs aient recours à des prestataires et ils le sont à 85% et c'est un chiffre en très nette progression de 21 points par rapport à 2015. Donc ça ne fait pas débat, je dirais. Le recours aux prestataires est effectif et de plus en plus important, même si majoritairement il se situe à un niveau occasionnel. En tout cas, ça indique bien que le statut de freelance est une réalité bien ancrée. Ils sont pour la plupart en tant qu'indépendants, auto-entrepreneurs, et travaillent soit dans un lieu dédié ou éventuellement à domicile. Et du coup, l'appel aux prestataires se fait principalement pour des sujets de création graphique, design, comme on peut le voir sur la slide juste après.
puisqu'on pouvait se demander pour quelle thématique les annonceurs vont choisir des prestataires. Donc, en haut de la liste arrive la prestation de design et création graphique à 70%, et c'est en nette progression par rapport à 2015. Mais les agents de communication sont aussi engagés pour des prestations audiovisuelles ou digitales, avec des forts taux cités. Ce n'est pas surprenant puisqu'on l'a vu, le digital, c'est le moment depuis quelques années. Et il est intéressant de noter que les critères de sélection pour le choix des prestataires sont en premier lieu la réactivité, la créativité et le prix, assez naturellement. Et la notoriété, intéressant de noter que le critère est tout en bas de la liste, bien qu'en très nette progression de 17 points. C'est un critère qui semble moins peser que la recommandation du réseau, les références ou éventuellement la proximité géographique, puisque tous ces critères ont des taux d'importance à plus de 70%, donc ils comptent dans le choix d'un prestataire. Et effectivement, la proximité géographique ressort comme un critère important, et on l'a noté également dans le questionnaire en ciblant si les prestataires étaient localisés en région ou hors région. Le plus souvent, ils sont dans la région. Donc, la proximité des relations humaines semble donc de mise entre annonceurs et prestataires. On va avancer un petit peu dans notre enquête. Donc, c'était encore une fois avant la crise du Covid-19, mais on avait interrogé les répondants sur leurs perspectives, leurs projets de communication. Donc, quels étaient-ils à l'époque pour les annonceurs? Quelles étaient les tendances et qu'est-ce que leurs agences également en disaient? Oui, alors du côté des annonceurs, les futurs projets de communication concerneront surtout des thématiques digitales, incluant, ça ressort en fait à 90% des projets en fait envisagés pour le futur. Donc le digital, ça inclut quoi? La présence sur les réseaux sociaux et des actions autour du site internet. On voit, ce sont les deux principaux taux cités à plus de 60%. Mais avec tout de même une place forte donnée à l'organisation d'événements et également la communication interne. Cela montre donc que les interactions et les relations humaines conservent leur importance malgré cette tendance au tout digital, en tout cas du côté des annonceurs. Et pour creuser sur le métier au quotidien, en fait, du côté des annonceurs, sans surprise, on voit que le digital est la principale évolution du métier. C'est la slide juste après. Donc le digital, le marqueur fort en fait de l'évolution du métier des annonceurs, mais associé tout de même à des compétences spécifiques telles que la polyvalence, la réactivité ou l'agilité, qui ressort là en cumulé à tout de même 30%. Donc on comprend en fait qu'effectivement dans ce contexte de digitalisation ou du tout digital et du tout numérique, il faut quand même développer ou acquérir des compétences spécifiques. Et pour finir, du côté des prestataires, quelles sont les évolutions perçues en fait de leurs clients? C'est la pression budgétaire qui arrive en tête en fait des évolutions, avec éventuellement moins de budget du côté des annonceurs ou moins de pression sur les prix et une attente forte en termes de rapport qualité-prix. Et selon les agences de communication, les annonceurs ont aussi de fortes attentes autour des moyens qu'ils proposent, tels que le digital ou la vidéo, mais aussi une certaine pédagogie et un accompagnement. Avec, in fine, ce n'est pas en reste, toujours plus de réactivité et des délais de plus en plus courts. Voilà pour conclure sur les principaux enseignements de cet observatoire 2019. On va peut-être voir s'il y a quelques questions que Béatrice a dû suivre sur le Facebook Live. Audimat, on est à une centaine de personnes connectées. On a pour l'instant plus de commentaires que de questions. Néanmoins, il y a une question qui se pose, c'est quelle est la différence que l'on fait entre marketing digital et réseaux sociaux?
Et on a une question où on nous demande de préciser en fait si les chiffres les projets concernent plutôt les agences ou les indépendants. Sur la deuxième question, Marina, tu as peut-être les éléments de réponse? Sur la deuxième question, les projets là qui ont été présentés, il s'agit de projets au sein des annonceurs, donc que ce soit du secteur privé ou public, en sachant que la majorité de l'échantillon, à hauteur de 30%, il me semble, sur ces 55%, étaient des acteurs du privé. D'accord. Et le chiffre d'affaires de tout à l'heure en agence, est-ce que tu distinguais agence et indépendant? On parlait pas du chiffre d'affaires, on parlait de l'évolution du budget alloué à la communication. Et ce budget alloué à la communication, le chiffre, enfin la question n'a été posée qu'aux annonceurs. D'accord. Et non pas aux agences de communication. C'est tout pour l'instant. On a plutôt des commentaires et des encouragements. La différence entre le marketing digital et la com, je me lancerai pas dans un cours académique sur le sujet. C'est un vaste sujet, mais en tout cas, on remarque dans l'observatoire que l'amalgame est de plus en plus fait, enfin dans l'observatoire comme dans la vraie vie d'ailleurs, entre la communication et le marketing, mais c'est un débat qui mériterait peut-être un rendez-vous dédié, à mon avis. On va avancer, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, avec le focus qui a été fait cette année auprès de chefs d'entreprise. Donc, via cette étude qualitative qui a été menée par des étudiants de l'ISIC Bordeaux-Montaigne. Et c'est donc leur enseignante Aurélie Laborde qui va nous le présenter. Aurélie, je te passe la parole si tu nous entends toujours. Aurélie, je crois, est sous l'orage, alors… Oui, parfaitement. On avait ces 2 points à traiter. Les étudiants ont réalisé 15 entretiens de 30 minutes à 1 heure auprès de dirigeants d'entreprise. Et finalement, là, la démarche que nous avons eue, c'est une démarche plutôt qualitative, où on n'a pas cherché une représentativité des dirigeants, mais plutôt à diversifier le plus possible l'échantillon pour avoir des profils de dirigeants et d'entreprises les plus variés possibles. Alors, ce qu'il ressort d'un point de vue général, avant de traiter les points en particulier, c'est que en se basant justement sur ces profils diversifiés, variés de dirigeants, on se rend compte, alors pour moitié, on avait des entreprises qui avaient des services communication ou des personnels dédiés, et pour moitié, pas de services communication et de personnel dédié. Donc, on a peut-être un panel un peu différent de ce qu'on trouve pour l'observatoire Quanti. Donc, ce que montre l'étude, c'est une grande diversité des perceptions de la communication d'une part, donc à la fois de la définition qu'on donne de la communication, des objectifs qui vont lui être attribués, des valeurs, et aussi une grande diversité de la place accordée à la communication au sein des organisations, du point de vue des personnels, des investissements, de la place stratégique ou non. Donc finalement, si le Quanti ou l'observatoire là qu'on vient de voir donne à voir une image assez stabilisée, je dirais, de la profession, mais finalement cette étude plus qualitative auprès des dirigeants montre au contraire plutôt une grande diversité des approches et donne à voir une profession au contour encore assez flou. Alors,
Première thématique, peut-être si on peut changer de slide, première thématique que nous avons traitée, comment les dirigeants interrogés définissent la communication. Alors, pour ce faire, les étudiants ont interrogé les dirigeants en leur demandant de décrire la communication autour de 3 mots, puis en une phrase. Donc, sur les mots, vous voyez le nuage de mots qui apparaît en bas à droite de votre écran. Les mots, alors les mots qui sont écrits les plus gros sont ceux qui ont été les plus fréquemment cités. Donc, on retrouve notoriété, crédibilité, outils, images, publicité. Et puis, à travers ces mots et ces phrases, les étudiants ont trouvé des champs sémantiques, des champs lexicaux liés au changement. Donc, les dirigeants parlent d'évolution, de processus, de nouveautés, d'inédits autour de la communication. Des champs lexicaux liés à l'image, transparence, visibilité, présence, et puis à l'information. Faire savoir, faire découvrir, faire connaître. Sur l'ensemble des entretiens qu'on a pu avoir, enfin que les étudiants ont pu mener, finalement, on trouve à la fois des points consensuels pour l'ensemble des dirigeants. Quand ils parlent de communication, généralement, ils parlent de notoriété et d'image. Et puis, on trouve aussi des divergences, et Marie en parlait tout à l'heure. Dans les divergences les plus fortes, c'est la place de la communication au regard du marketing. Et là encore, il semble que ce débat ne soit pas tranché entre confusion des deux termes pour certains, ou alors plutôt hiérarchisation des deux fonctions pour les autres. Et là, dans ce cas-là, soit la communication est perçue comme instrument du marketing, soit à l'inverse, le marketing est perçu comme élément d'une communication plus globale. Donc voilà pour ce point autour de la perception de la communication. Le point suivant, donc la diapo suivante, les étudiants sont intéressés aux objectifs assignés à la communication d'une part, et puis aux actions concrètes. Donc la colonne de gauche, c'est les objectifs. Alors, pareil, des objectifs plutôt consensuels et puis des différences. Ce qui est consensuel, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la question de la notoriété. Les dirigeants s'attendent à ce que la communication leur permette de se faire connaître. Ensuite, on retrouve des différences selon les types d'organisation, selon la taille, mais surtout selon les secteurs d'activité. Donc, pour certains, ils vont s'attendre à ce que la communication leur permette de produire de la confiance. Donc, on parle d'acceptabilité, de valeur, de reconnaissance. Pour d'autres, la communication a pour objectif d'informer, donc faire savoir, se faire entendre. Pour d'autres, se démarquer de la concurrence. Donc là, il s'agit plutôt des entreprises privées, mais pas que. Donc là, on parle de gagner en part de marché et surtout de gagner en visibilité. Et puis, pour finir, comme objectif, on retrouvait faire adhérer et promouvoir. Un point qui nous semblait important toujours autour de ces objectifs de souligner, c'est que très peu des dirigeants que les étudiants ont rencontrés citent la communication comme levier de performance interne pour les organisations. Donc ça, c'était pour les objectifs. En ce qui concerne les actions concrètes mises en œuvre, donc c'est la colonne de droite, désolée pour ces diapos qui sont un peu denses. Donc sur les actions concrètes, là aussi, on retrouve un décalage important, hein, bien sûr, en fonction de la taille, des secteurs, du personnel dédié ou pas. Pratiquement tous les dirigeants, je pense même tous les dirigeants qui ont été rencontrés, disent avoir un site internet, utiliser du print et dans une moindre mesure les réseaux sociaux. Par contre, quand on demande quelles sont les actions essentielles en matière de communication pour votre organisation, là, les points centraux des stratégies de communication divergent. Pour certains, les relations presse sont au cœur de la stratégie. Pour d'autres, ça pourrait être la communication interne. Pour d'autres encore, les réseaux sociaux. Petit point à souligner quand même, pour bien montrer la diversité des approches, pour plusieurs dirigeants rencontrés, ils ne font jamais de relations presse ou de communication interne. Donc voilà pour ce point. Diapo suivante, donc autre question que nous nous sommes posées, la communication, est-ce une fonction stratégique au sein des organisations? Donc là, on retrouve deux approches contradictoires, hein, finalement, ou en tout cas deux approches très différentes qui vont coexister. La première, c'est une perception de la communication comme fonction technique d'exécution. Dans ce cadre-là,
La communication, elle est plutôt prestataire de services, elle assure techniquement la production, la diffusion de messages, d'outils. À l'opposé, la communication, deuxième approche, va être perçue comme un atout essentiel de la prise de décision. Donc ici, elle a une place vraiment stratégique au sein de l'organisation. Et ce qui nous a paru assez intéressant, en tout cas ce qu'ont relevé les étudiants, c'est que ces deux conceptions, elles sont finalement indépendantes de la taille de l'entreprise ou du secteur d'activité. Là, on est bien sur un point qui relève des représentations qu'on peut avoir des métiers et des pratiques de la communication d'entreprise. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, c'est les représentations, les perceptions des dirigeants et des comités de direction. On a pu avoir par ailleurs un petit échange autour des études qui ont pu être menées sur le genre dans les métiers de la communication, qui montrent qu'il y a souvent un lien entre le genre des communicants et leur capacité à accéder aux fonctions décisionnelles dans l'entreprise. Et de ce point de vue, effectivement, quand on voit les chiffres que vient de nous citer Marina, avec 81% de femmes communicantes chez l'annonceur, il y a peut-être matière à s'interroger sur cette question comme un élément parmi d'autres qui pourrait expliquer ces divergences de points de vue sur la communication et leur place dans les organisations. Peut-être une réflexion pour les prochains observatoires. Toujours sur cette dimension stratégique, en ce qui concerne les investissements, certains dirigeants, là aussi, un point de vue différent, pour certains dirigeants, ils voient ça plutôt comme une obligation. Ils ne peuvent pas ne pas faire. Ils font ce qui est nécessaire et ils n'en attendent pas énormément pour autant. À l'inverse, d'autres dirigeants voient la communication comme un investissement vraiment stratégique, un accélérateur de croissance pour leur organisation. Dernière diapo, donc les deux dernières diapos, la question de la mesure et la question de la prospective. Donc en ce qui concerne la mesure, là aussi, des disparités très importantes en fonction des dirigeants interviewés. D'un côté, des instruments de mesure plutôt structurés, mais pour une minorité d'organisations. Je rappelle qu'on a rencontré 15 dirigeants. À une absence complète d'outils de mesure pour une majorité. Alors, quand les outils existent, les étudiants ont repéré des outils très développés, structurés, des baromètres annuels, des suivis en fonction des publics qui peuvent être assez aboutis, avec pour objectif de faire évoluer les pratiques, faire évoluer les stratégies, éventuellement se réinventer. Mais les dirigeants, même dans ce cas-là, ne parlent pas de retour sur investissement et d'études chiffrées. Donc, dans l'ensemble, on a des outils qui sont assez limités, peu structurés et un consensus pour dire, pour l'ensemble des dirigeants, que la communication est très difficile à mesurer. Alors, dernier point sur la prospective. Comme on a pu le retrouver dans l'étude qualitative qu'on avait menée il y a 2 ans sur l'évolution des métiers à l'heure du digital, les dirigeants s'attendent surtout à ce que la communication digitale continue à se développer et qu'il y ait de nouveaux canaux et de nouveaux outils qui apparaissent. La vision qui est proposée là par les dirigeants, c'est plutôt une vision en termes d'évolution et pas de rupture. D'ailleurs, ils disent que le print continuera à être utilisé. Donc, on ne parle pas de disruption de nos métiers ou de la façon de communiquer des entreprises pour l'avenir. En ce qui concerne la question des potentialités et des effets liés à l'intelligence artificielle et à l'analyse des data sur nos métiers, cette question n'est pas du tout reprise par les dirigeants. Dernier point, la question du recrutement. S'ils souhaitent embaucher à l'avenir, les dirigeants que nous avons rencontrés, mais je vous rappelle que pour moitié, on était sur des petites structures quand même, donc sans surprise, c'est essentiellement des profils polyvalents qui prévaudront et pas des spécialistes. Voilà, j'en ai terminé. Juste 2 mots pour remercier bien sûr les étudiants. Donc dans ce contexte un peu particulier, c'est moi qui présente leur travail, mais pour le remercier du travail qu'ils ont réalisé. Et puis pour remercier l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont accepté de les recevoir et de leur accorder de leur temps. Voilà, je vous remercie. Marie, je te rends la parole. Merci Aurélie, merci beaucoup et également merci aussi à ce groupe d'étudiants. Ils ont réalisé ça dans le cadre d'un projet
sur une semaine, ils n'ont pas chômé et ils nous ont produit un résultat vraiment intéressant. Alors, c'est beaucoup d'éléments, de données qu'on a eu à la fois avec le Quanti et le Quali, mais comme on le disait tout à l'heure, tout ça, c'était avant, donc c'était en fin 2019, tout début 2020, et on a voulu quand même profiter de cette occasion aussi pour essayer de dresser un peu un premier bilan. Hein. Bien sûr, on ne sait pas ce que sera notre métier dans les mois qui viennent, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de données, enfin d'études en fait menées sur la communication et l'impact de la crise du Covid-19 sur la communication. Et donc Béatrice a fait le travail de faire une synthèse de ces données pour vous essayer de vous dresser un premier bilan. Donc je laisse Béatrice enchaîner là-dessus. Compte que ni les chefs d'entreprise ni les communicants ont vraiment prévu la crise du Covid. Donc, effectivement, on a une photographie de 2019, mais tout ça, effectivement, c'était avant. On était donc tout à fait connectés pendant cette période avec les autres organisations professionnelles sur le plan national, donc notamment l'AACC, l'Association des agences conseils en communication au niveau national, l'UDM aussi, qui est donc l'Union des marques, et aussi avec nos amis de Réseaucom Nouvelle-Aquitaine. Certains se sont connectés d'ailleurs ce soir et je voulais les saluer. Et en fait, il est clair que notre secteur est particulièrement impacté. Donc, je vais aborder en fait cette crise du Covid autour de 3 volets. Tout d'abord, la crise économique. Hein, donc, on est un secteur qui est au cœur d'une crise économique, d'une violence inédite. Deuxième point, comment la com a accompagné accompagner la crise tant sur le fond que sur la forme. Et enfin, comment la communication sera à terme aussi un acteur fondamental pour anticiper, mais aussi accélérer les transformations. Alors tout d'abord, le Covid face à la crise économique. Je vais vous rappeler quelques chiffres qui font un petit peu mal. Si vous vous souvenez de la crise des subprimes en 2009, on a perdu 2,6% sur le PIB. Or, la com, elle, a souffert avec une baisse du chiffre d'affaires de 8% pendant cette période-là. Aujourd'hui, alors que donc à l'époque en 2009, la baisse du PIB prévue était de 2,7%, là on est sur des perspectives entre 8 et 10% selon le ministère de l'économie, ça peut encore évoluer. Donc effectivement, la crise sera importante. Il est clair aussi que la com, si certains annonceurs ont au départ encore fait appel à nous au mois de mars, on est devenu assez rapidement une variable d'ajustement avec notamment donc des chiffres que j'ai plutôt au niveau national, en fait, une baisse d'activité de 15% pour le mois de mars et de 35% pour le mois d'avril. Les grands groupes internationaux comme Publicis ou Havas, pour l'instant, tablent sur une baisse de chiffre d'affaires entre 20 et 25%. Alors, ce qui s'est passé au niveau du business des acteurs, hein, les agences, évidemment, c'était aussi très inégal selon le secteur. Dans l'événementiel, on est sur des annulations d'événements à 80%, donc c'était encore plus important. Mais on retrouve ça aussi, hélas, dans l'achat média. Alors, l'achat média, c'est un acteur fondamental aussi de cet écosystème. Et là, vous le savez, le cinéma est à l'arrêt, l'affichage quasiment également, enfin en tous les cas l'été pendant 2 mois. On a sur la presse et la radio entre 70 et 80% de baisse d'activité. Même le SRI, donc le syndicat des régies d'internet, annonçait une baisse de chiffre d'affaires de 30%, ce qui impacte aussi la presse écrite. Pour la télévision, on est aussi sur un chiffre comme 60%. Alors la télévision, quand même, le facteur positif, c'est que l'audimat a explosé pendant cette crise. Donc les professionnels comme Offre-Média anticipent peut-être une augmentation des tarifs sur le semestre 2 et un petit rattrapage au semestre 2. Mais globalement, c'est aussi l'investissement média va souffrir.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette crise économique touche donc plus particulièrement aussi les professionnels de l'événementiel, aussi en partie de l'audiovisuel. Et effectivement, la filière communication, en ce moment, au niveau national, réfléchit aussi à un plan Marshall. On pense aussi éventuellement à une défiscalisation des investissements en communication. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la communication qui a accompagné la crise tant sur le fond que sur la forme. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a eu des reports de campagne. Donc, effectivement, quand on a un business à l'arrêt, on va pas forcément tout de suite communiquer, notamment aussi suite à l'impact qu'il y a eu sur la filière du tourisme et l'automobile. Mais ce qui a été intéressant, c'est que les régies, l'AACC et aussi l'Union des marques a aussi vraiment témoigné d'un élan de solidarité et ont offert des emplacements gracieux, notamment pour les campagnes d'information du gouvernement, les autorités sanitaires, mais aussi pour les associations qui sont très actives pendant cette période du Covid. Petite fun fact, il y a aussi le gouvernement qui, pendant ce temps, a changé de charte graphique. Vous pouvez voir d'ailleurs en ligne la marque de l'État, c'est sorti là très récemment, avec une nouvelle typo qui s'appelle d'ailleurs Marianne. Et donc, regardez ça, même l'État a travaillé sur sa communication. Ce qui a été mis en avant dans les campagnes qui étaient encore maintenues, c'est évidemment le CARE, le CARE, C-A-R-E. Donc, en fait, le prendre soin de soi, des autres, mais aussi les valeurs du collectif. On a un témoignage, on a eu récemment un club des DIRCOM qui s'est réuni et le CIVB a témoigné de son action. Vous savez que donc la Bordeaux Fête le Vin a été annulée et donc le CIVB a décidé d'utiliser le plan de com prévu pour Bordeaux Fête le Vin, tout simplement pour lancer l'action Les vins de Bordeaux leur disent merci, avec donc actuellement une collecte de l'eau, de vin, de bons de nos tourismes, mais aussi des dons numéraires. Et donc cette campagne de communication Bordeaux Fête le Vin va aller à donc cette campagne qui va permettre aussi de faire des dons donc au CHU de Bordeaux et de Libourne. Alors, parmi les entreprises qui ont communiqué, évidemment, la première forme de communication, c'est celle qui a été aussi soulignée dans l'observatoire, qui commence à devenir importante, c'est la communication de crise. Donc, toutes les entreprises ont mis en place des cellules Covid, ont vraiment essayé de communiquer au début du confinement. Et ça a permis aussi, Aurélie l'a souligné tout à l'heure, en fait, parfois la communication ne fait pas partie du CODIR. Or, on s'est rendu compte que dans les entreprises où la com n'est pas au CODIR, la com a été intégrée dans la cellule Covid et on espère que cette pratique-là perdurera puisqu'en fait, les professionnels de la communication ont montré leur réactivité, leur imaginativité, ça se dit pas, mais en tous les cas, ils ont réussi à montrer qu'ils font des choses nouvelles et intéressantes. L'autre point à souligner, c'est la communication donc corporate. En fait, j'ai un retour de son très fort là-dedans. La communication corporate, donc qui va être de plus en plus importante, et donc du coup, on a eu des équipes qui ont vraiment travaillé sur des thématiques autres que les thématiques classiques. Comme la loi sur la RSE, comme des sujets tels que des problématiques sociétales, environnementales. Et effectivement, il y a eu un débat entre effectivement entre com corporate et publicité. Et donc, finalement, les annonceurs, et notamment au niveau de l'Union des marques, ont déjà annoncé qu'ils feront moins de com publicitaire, puisqu'en plus, les Français sont particulièrement réticents
à la publicité pendant cette période donc de confinement. Et du coup, donc, 75% des annonceurs ont dit qu'ils allaient faire des communications RSE, à vocation RSE, et pas sur la génération de ventes à court terme. Donc voilà, pour la com corporate et institutionnelle qui devient très importante dans cette période-là. Autre point important, la com interne. La com interne a vraiment tiré son épingle du jeu parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont été obligées de recréer du collectif. C'était difficile parfois de gérer des équipes à moitié en télétravail, d'autres qui étaient sur le site. Et donc, la com interne, ça a permis de fédérer les équipes. Et alors aussi bien sur le plan pro, hein, avec des webinars, des Zooms, enfin aujourd'hui on n'est pas sur Zoom, mais via des webinars, mais aussi des interventions des chefs d'entreprise et puis des choses plus conviviales comme des Skype apéros ou des WhatsApp apéros. Effectivement, il y a eu quand même un petit peu de com commercial, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est un petit peu déplacée. Vous avez vu que plus de 30% les réseaux sociaux ont connu une audience de plus de 30% pendant cette période. Donc, beaucoup d'entreprises se sont mis sur les messageries, ont fait des échanges sur Messenger, WhatsApp. Par exemple, Carrefour a digitalisé ses catalogues et les a mis sur Messenger. Donc, la com commerciale, en fait, a un petit peu changé le lieu. Enfin, donc mon dernier point, c'est effectivement la com. Quel rôle la com va jouer en fait à la sortie de la crise? Comme la crise n'est pas encore finie, on ne sait pas vraiment ce qui va forcément se passer. Quelle sera la nouvelle normalité? Quel sera notre nouveau futur? Quel sera l'atterrissage, comme l'appelle Bruno Latour? Je voulais citer nos amis de Réseau Com 17 et sa présidente Frédéric Micheli. Ils ont fait une enquête auprès de leurs adhérents et en fait, dans les verbatims sont sorties quelques opportunités qui étaient identifiées notamment par les adhérents de Réseau Com 17. Tout d'abord, et ça va faire plaisir à Aurélie, c'est qu'en fait, la crise du Covid a remis la fonction de communication plus comme une fonction stratégique et pas seulement opérationnelle. Donc ça, c'est une chose qui est à noter parce qu'on est parfois vraiment cantonné aux outils. Par ailleurs, évidemment, des profonds changements dans les façons de travailler. Donc, avec aussi la possibilité, et je trouve ça intéressant, des initiatives qui peuvent être lancées avec un niveau de tolérance plus important que quand on est en période normale. Et finalement, c'est quelque chose de tout à fait positif. Enfin, il y a aussi une question qui se pose, est-ce qu'il faut figer justement le budget? Parce que finalement, le challenge sera aussi à la sortie de la crise de gagner en visibilité et aussi en gagner des parts de marché. Donc évidemment, c'est une période qui est propice donc à la réflexion. Et d'ailleurs, une autre adhérente de Réseau Com 17 explique que finalement, ce qui peut être intéressant, c'est de plus en plus aussi l'exploitation de la data, l'hyper-personnalisation et la relation client qui seront vraiment au cœur de ces réflexions pour les prochaines semaines. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y aura du travail pour nos métiers, tout simplement parce qu'il va falloir refonder les marques. Ça va passer par une re-hiérarchisation de nos valeurs, avec des focus évidemment sur la RSE, sur l'éducation, la santé, l'environnement, voire aussi la culture qui a été le grand perdant de cette crise. Et il va falloir aussi maintenir quand même la notoriété. Une étude Kantar a montré que si une marque ne communique plus pendant 6 mois, elle perd 40% en notoriété. Donc, c'est important aussi de souligner ça auprès des entreprises. Et ça, c'est un de nos combats au niveau de la PACOM, c'est d'expliquer aux entreprises que la com, c'est un investissement et pas uniquement une dépense.
Il va falloir aussi revoir des modèles économiques et c'est vrai que la com peut participer aussi à ça. On a vu donc le boom de l'e-commerce, de la vente sur les réseaux sociaux et donc effectivement la com va aussi confronter les entreprises à des nouveaux modes de consommation, de communication, voire aussi à un nouveau rapport à l'espace. On a tous vu aussi le boom du local avec une augmentation de la fréquentation des commerces de plus de 11% pour les commerces de proximité. La com sera là aussi pour aider les PME à redémarrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ont continué à exporter, 55% d'entre elles, mais 29% se plaignent d'un manque de visibilité. Et puis enfin, la com sera là aussi pour accompagner ce changement, l'accélération des tendances de la digitalisation. Il est clair que les pratiques massives de télétravail vont perdurer. Beaucoup d'acteurs nous le confirment. Des nouvelles pratiques aussi comme les salons virtuels, les événements online, les webinars comme on le fait aujourd'hui, ont de beaux jours devant eux. Après, il va falloir aussi réfléchir aux fractures, fractures numériques, l'inégalité aussi face à l'information, la désinformation. Et puis, un problème majeur qui se posera toujours, qui est aussi géopolitique, notre dépendance aussi au GAFA. Et beaucoup de groupes publicitaires se posent à nouveau cette question. Donc voilà, donc je pense que la com a encore pas mal de travail. Donc il faut garder l'espoir et continuer à réinventer nos métiers. Bon, merci beaucoup, voilà. Béatrice. On a beaucoup de commentaires sur Facebook et quelques petites questions aussi qu'on verra si on a le temps de prendre à la fin. Mais en tout cas, beaucoup de commentaires qui sont très contents d'avoir eu ce retour et à qui ça donne pas mal d'espoir. On va avancer parce qu'on a pris un petit peu de retard sur notre timing et je vais accueillir donc Mathieu Baquin. Mathieu, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, puisque Mathieu a accepté donc d'être notre témoin en tant que chef d'entreprise, président et cofondateur de Self & Innov, dont l'activité est le financement de l'innovation. Et Mathieu était surtout un des patrons qui a été interviewé par les étudiants de l'ISIC. Donc Mathieu, bonjour. Je vais vous poser une première question. Voilà, mais merci d'être là et de nous ramener un peu dans le concret, le quotidien de la Nouvelle-Aquitaine. On a vu une très forte disparité tout à l'heure de la perception de la communication par les chefs d'entreprise, depuis un mal nécessaire jusqu'à un levier de business. Et de votre côté, Self & Innov a investi en fait dès sa création, je crois, en marketing communication. Pourquoi avez-vous fait ce choix? C'était une conviction? Comment ça s'est passé? Alors, je pense que ça tient beaucoup au modèle. Self & Innov est venu en fait dépoussiérer un vieux métier, le métier du conseil en financement de l'innovation. Il y a à peu près en France 120 cabinets conseils qui exercent ce métier et qui permettent aux entreprises d'aller récupérer des aides fiscales à l'innovation. La plus connue d'entre elles, donc, c'est le crédit d'impôt recherche. Il faut savoir qu'à peu près toutes les entreprises du CAC 40 vont bénéficier de ces aides fiscales. Ça représente près de 7 milliards d'euros dans le budget de l'État. Là où le bas blesse, c'est que les toutes petites entreprises sont très très nombreuses à passer à côté de ces aides fiscales, et notamment parce que les cabinets conseils font tout le travail pour leurs clients, mais c'est un minimum de 5 000 euros de budget, ce qui rend le métier difficilement accessible à des petites entreprises. Et Self & Innov s'inscrit sur ce marché-là et rend ces aides fiscales plus accessibles. Tout simplement, on a développé une plateforme qui permet aux entreprises de faire 80% de la démarche. Donc, elles font en do-it-yourself une grosse partie de la démarche. Et donc, ça nous permet d'être 3 à 4 fois moins cher qu'un cabinet conseil. Si je vous dis ça, c'est que ça vous permet donc, on a innové. C'est un modèle en rupture par rapport à ce qui existait sur le marché. Et qui dit modèle en rupture, dit nécessité d'évangéliser, de faire connaître. Tout le monde trouve qu'une nouveauté, c'est smart, c'est sympa, mais c'est pas pour autant que les gens achètent. Et donc, ça me paraissait évident d'investir fortement pour être présent sur le terrain en commercial.
mais aussi beaucoup en communication, tout simplement pour exister et expliquer notre modèle. Après, bon, c'est aussi une question de conviction personnelle. Moi, je suis convaincu que pour faire de la croissance, il faut communiquer, il faut être actif en communication. Et puis, bon, il y avait un dernier effet, je pense, qui m'a bien motivé à investir en communication. On a, 2 ans après la création, on a embauché une personne en CDI, notre responsable communication. Donc, dans une toute petite équipe de 6 personnes, on avait un responsable communication en CDI. Je pense qu'il y a des cabinets conseils de 30 personnes qui n'ont toujours pas responsable de com. Voilà, donc on voit bien là l'effort qu'on a fait ici. Et je pense qu'effectivement, il y avait un effet domaine. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur un métier où les cabinets conseils en B2B, c'est un métier assez ouaté, où les gens sont assez discrets. Et nous, on est venu dépoussiérer ce métier et finalement, avec un investissement qui était important pour nous, mais relativement modeste finalement, en valeur absolue, on a réussi très vite à exister, à surnager par rapport à des concurrents très traditionnels et très discrets. Et Mathieu, au-delà de cette conviction donc que vous aviez, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable on en a parlé aussi tout à l'heure, d'évaluer l'impact de vos actions de communication et de marketing en termes de retombées business? C'est vrai que ça dépend du type d'action dont on parle. On est très actif en matière de SEO, avec beaucoup de création de contenu et améliorer notre référencement. Et là, effectivement, on peut mesurer les retours, puisque en fait, on a une stratégie de génération de leads. Les entreprises en fait viennent faire des diagnostics d'éligibilité aux aides fiscales à l'innovation. Donc, nos articles créent du référencement, génèrent des diagnostics d'éligibilité, qui génèrent des leads, et ensuite une partie de ces leads, effectivement, on les convertit en clients. Donc là, on voit bien, par exemple, cet axe-là, on a des bonnes métriques, on peut vraiment suivre les effets de nos investissements en création de contenu. C'est le cas aussi quand on fait des mailings où on a des call to action. Et là, effectivement, on voit également des visiteurs et des leads que l'on travaille derrière en commercial. Bon, pour ce qui est, par exemple, par contre, de nos efforts en relations presse ou nos efforts en réseaux sociaux, bien sûr que ça développe la notoriété, on le sent, mais c'est beaucoup plus difficile ici de maîtriser l'impact que ça a sur le business. Bon, donc là, il faut effectivement y croire et sentir, mais c'est beaucoup plus diffus. Moi, ce que je vois, je faisais avant du conseil traditionnel. On avait des taux de succès de nos propositions commerciales qui étaient de l'ordre de 30 à 40%. Aujourd'hui, chez Self&Innov, on est de l'ordre de 80% de taux de transformation de nos offres. Bon, ça tient certainement pour partie au modèle, mais je suis convaincu qu'il y a au moins 10 ou 20 points de ces 80% qui tiennent certainement à notre notoriété, à l'effort de communication et à notre caractère distinctif, y compris dans notre manière de communiquer par rapport à des cabinets conseils traditionnels. Bon, je crois que Mathieu vient de bien nous faire une démonstration de la frontière assez floue entre communication et marketing. Donc, merci aussi pour ça. Et puis, on va aussi vous interroger sur les impacts que vous pouvez ressentir aujourd'hui de la crise actuelle sur vous et puis peut-être aussi sur vos clients, puisque vous êtes en contact avec énormément d'entreprises. Est-ce que cette crise, est-ce qu'elle aurait mis un coup d'arrêt à vos activités et à vos investissements en communication, ou est-ce que vous avez continué à communiquer? Alors oui, d'abord en termes d'activité, puisque les aides fiscales à l'innovation amènent de la trésorerie aux entreprises, on s'est retrouvé sur cette fameuse seconde ligne des entreprises très actives et sur le pont dans le cadre de la crise. On accompagne aujourd'hui à peu près 200 TPE, PME, et elles ont toutes eu un besoin très urgent de trésorerie. L'État a mis en place des mesures aussi pour accélérer les remboursements de crédit d'impôt. Donc on s'est retrouvé très très pris par l'activité, très très demandé, très attendu par nos clients. On n'a placé personne en chômage partiel et on a été tous sur le pont pour les accompagner. Donc beaucoup d'activités. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nos clients nous règlent vite. On n'a pas eu non plus de défaillance d'entreprise. Une activité assez soutenue sur notre marché, qui est bien spécifique. Nos clients, pour l'instant, ont l'air d'être encore en bonne santé, mais bon, il faut être très très prudent. Le déconfinement commence, mais il y aura beaucoup de vagues
de vagues de retombées de la crise économique. Donc voilà, beaucoup de prudence là jusqu'à la fin de cette année, et puis je pense même encore pour l'année prochaine. Ce qu'on a constaté en tout cas, sinon pour parler de communication, on a pu voir que on avait des clients et des entreprises innovantes qui avaient des comportements très différents en matière de communication. J'ai eu le sentiment de voir des entreprises un petit peu disparaître des radars, communiquer très peu. Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup, ça a été dit, beaucoup de peur de faire de la communication et que ça puisse paraître indécent, que ça puisse paraître pour pour un effort je dirais, de commercialisation. Et donc, je pense qu'il y a des entreprises qui se sont gardées de communiquer. Chez Self&Innov, moi, j'ai décidé avec mon équipe d'être au contraire très proactif. Je pense qu'à minima, il fallait qu'on montre qu'on était toujours là, qu'on était en bonne santé, qu'on était sur le pont. Donc très vite, en fait, on a montré l'équipe, l'équipe faire des visios comme nous aujourd'hui. Je pense que ça a rassuré nos clients de voir qu'on était là, qu'on était sur le pont. On a évité de fanfaronner, mais on a même par exemple embauché en CDI dans la période là, du confinement, mais on a évité de le mettre trop en avant, en tout cas d'en parler. Parce que ça pouvait être effectivement peut-être jugé un petit peu indécent alors qu'il y a des entreprises qui souffrent. Ce que je peux dire aussi, c'est que moi j'ai réinvesti, alors que je vous disais on a un responsable communication, mais j'ai beaucoup réinvesti la com et on a fait un double contrôle sur tous les postes, toutes nos actions de communication. Du coup, je vais vous remercier à nouveau, Mathieu, d'être venu nous apporter votre témoignage. Et puis, il va être temps de conclure. Du coup, c'est Béatrice qui va reprendre la parole pour dire au revoir à tout le monde. Alors, on est ravis que vous ayez suivi ce webinaire avec nous. L'ensemble de l'enquête sera en ligne demain matin sur le site de la PACOM. On va aussi faire des restitutions dans différents départements. On n'a pas encore le planning précis parce que tout dépendra évidemment du planning du déconfinement. Donc, je salue à nouveau nos amis des différentes régions, donc Réseaucom Nouvelle-Aquitaine et aussi la PACOM 47, APACOM 64, donc Réseaucom 86, Réseaucom 17, Réseaucom 79. Et je vais donner la parole à Nicolas Chabrier qui va dire un petit mot de conclusion. En tous les cas, merci de nous avoir suivis en direct aujourd'hui. Merci à toi Béatrice et merci vraiment à toute l'équipe. Déjà le mot c'est quel travail, bravo pour cette observation 2019 et déjà cette analyse un peu 2020 face aux impacts du Covid. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aimerais aussi remercier nos soutiens cette année qui sont la ville de Bordeaux et le groupe ISCOM et bien sûr pour nous avoir fait sentir un peu plus proche de vous. J'aimerais remercier la boîte à films qui nous a offert cette expérience un peu inédite pour nous. Donc, on était un peu dans votre salon ce soir et c'est grâce à eux. Qu'est-ce qu'on peut dire? On aimerait défendre peut-être une ultimatum plus utile et plus responsable pour qu'ensemble, on puisse dépasser l'ultimatum Covid-19. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et merci de nous avoir suivis.